Barazani, ce qu'on veut montrer depuis chez nous. Barazani, ce qu'on veut montrer depuis chez nous. Depuis chez nous. Et les gens vivaient sur leurs terrasses, sur les barazas. Parce que c'est vraiment incroyable, Mayotte. Barazan, c'est l'endroit où on se voit, on se côtoie. Sur une terrasse, au milieu d'une bande d'amis, une voix se distingue. Bats-toi pour toi-même. Ça, c'est ce que je pourrais dire aux gens dans la même situation que moi. Prenez place sur le Javi, notre grande natte au sol. Prêtez l'oreille. Barazani, 1001 histoires entendues sur les terrasses de Mayotte. Regardez. Si elle est louve, et que lui, il a été infecté, ça veut dire que la partie, elle est terminée, ils ont gagné les loups. Je m'appelle Hassani Nafanti, j'ai 27 ans, et puis j'habite sur l'abattoir. Ce fameux accident qu'il y a eu il y a quelques années, donc 6 ans précisément, au boulevard des Crabes, sur la route qui mène vers Dzaoudi, à la Barge. C'est une route, mais là, elle a été réparée. Mais au moment où j'ai eu l'accident, il y avait des trous partout, en fait. Et ouais, je sortais du travail. Je travaillais avant sur la Grande Terre. Je rentrais ce soir, il était très tard, parce que je travaillais de nuit. Mon chéri vient me récupérer en scooter. Et j'avais super mal à la tête. Donc du coup, je me penchais un peu sur sa tête. Donc il roule. Donc moi, je fais pas attention vraiment à ce qui se passe devant. Et il y a un moment, j'entends une voiture qui arrive avec une vitesse énorme. Et j'ai eu 2 secondes près pour lever ma tête pour voir ce qu'il y avait. Et là, j'attends bam. Le fameux bam, j'étais projetée de suite. Sur la route, j'ai vu comment est-ce que j'ai volé, j'ai plané sur les airs et j'ai tapé ma tête contre... il y avait un petit mur en fait qui séparait la route et la mer. Donc j'ai frappé là, tac. Et après, je me suis retrouvée par terre. Mon chéri et la moto de l'autre côté. Et moi, j'étais là, allongée, seule. Et à un moment, c'était le vide. J'essaie de me lever, j'y arrive pas. Donc je comprends pas et j'avais toujours pas compris ce qui se passait. Donc au bout de quelques secondes, je me retourne et je vois juste mon chéri qui court de l'autre côté, en fait, qui arrive en courant et dès qu'il arrive devant, il monte la main sur la tête et il fait merde. Donc là, il est en panique et je lui demande qu'est-ce qu'il y a parce qu'en cet instant, j'ai toujours pas pris connaissance de ce qui se passait. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qu'il y a. Il me dit, ne bouge pas. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ne bouge pas, ne bouge surtout pas. Et à un moment, il voyait que je commençais à paniquer. Donc il me dit, tu viens de perdre ta jambe. Puis je commence à... Et là, je regarde. Et je vois effectivement que je viens de perdre ma jambe. Et je regarde un peu plus loin, je la vois de l'autre côté de la route. Donc la jambe a été complètement arrachée sur le coup par une voiture qui, je suppose, avait déjà eu un accident avant, parce qu'au niveau de la roue, le bout de fer était arraché, était décollé. Donc je pense que c'est ça ce qui a tranché sur le pot. Donc il faut savoir que c'était un légionnaire et il ne s'est pas arrêté sur le coup. Il ne s'est pas du tout arrêté parce qu'il a fait un délit de fuite, il s'est enfui. Et la gendarmerie l'a retrouvé un peu plus tard vers le Rocher. Donc, sur cet instant-là, je me suis rallongée juste par terre et je me vidais complètement de mon sang. Il faut bien imaginer que le sang ne s'arrête pas quand tu as une jambe qui est sectionnée. Et quelques secondes plus tard, donc c'était très rapide, il y a eu... les ambulances et donc les personnes qui arrivaient autour, dans tous les côtés.
Et heureusement qu'on a eu un autre légionnaire qui est passé là aussi par hasard, voilà, peut-être. Et il m'a fait un garrot. Ben, c'est ça ce qui m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, je pourrais que le remercier, en fait. Je ne pourrais jamais le remercier. Comment on va dire ça? C'est pas qu'un merci, on va dire, qui va... Il m'a fait un garrot. Et ensuite, ben, sur tout le long, je suis restée consciente. J'ai perdu à aucun cas du coup, connaissance. Donc là, les ambulances qui sont arrivées. Et je suis allée donc, à l'hôpital. Et malheureusement, en fait, on n'a pas pu rattraper quoi que ce soit parce que la voiture avait repassé sur des os. Donc, quand il m'a sectionné la jambe et ça a repassé dessus. Donc les os, ils étaient complètement déchiquetés. Donc ils ont pu juste amputer au niveau du haut de la jambe. Donc je me réveille le lendemain matin. J'ai un drap blanc, tout au long, je me réveille et j'ai 10 000 médecins et les infirmiers tout autour de moi. Et sur le coup, je me réveille, je sais bien ce qui s'est passé la veille, mais je n'y crois pas. Moi, je me dis non, c'est un rêve, je fais un cauchemar. Donc là, j'insiste pour qu'on enlève le drap pour que je puisse voir ce qui se passe. Et ils ont retiré le drap et puis c'était le vide. Et là, j'ai l'impression que mon monde s'est écroulé. Il a suivi donc les regards des gens. Les enfants qui ne comprenaient pas ce qui se passait en ce temps-là. Beaucoup de complications, beaucoup de rééducation. Je me suis posé beaucoup de fois la question, peut-être que si je ne serais pas là à cet instant-là. Il a suivi des jours et des mois de cauchemars le soir, de palpitations. J'étais vraiment sous médicaments. Je me shootais matin, midi, soir. Parce que je ne dormais pas bien. Je revoyais souvent ce qui s'était passé. Et ce qui était le plus dur, c'est que j'avais des flashs. Parce que vu que j'ai pas perdu connaissance, je me rappelais de tout, de A à Z, surtout de tout ce que les gens disaient autour de moi. Elle a perdu sa jambe, qu'est-ce qui se passe, appeler les ambulances, elle va mourir, beaucoup de phrases comme ça. L'alcool, ce n'est pas un jeu, c'est à boire avec modération. Et on peut faire chambouler des vies. Malheureusement, je n'ai pas eu un légionnaire qui avait de regrets pour ce qu'il avait fait. C'était pour lui, ok, en fait, j'ai écrasé une personne, mais t'inquiète pas, elle serait indemnisée. C'était pas si grave, c'était pas plus grave que ça pour lui. Parce qu'à aucun cas, il est passé me voir à l'hôpital, à aucun cas, il a appelé pour savoir comment est-ce que j'allais. Bats-toi pour toi-même. Ça, c'est ce que je pourrais dire aux gens dans la même situation que moi. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir un tiers responsable. Il y en a d'autres qui l'ont pas, il y en a d'autres qui n'ont pas de papier. Et c'est un peu plus compliqué qu'eux. Donc j'imagine la difficulté qu'ils doivent avoir dans la vie de tous les jours. Parce que moi, j'ai fait 6 mois sans prothèse, sans rien. Et je peux vous dire que j'étais dans un banga au début. Je vivais vraiment dans un banga. Quand il pleuvait, c'était horrible. C'était les toilettes qui étaient de l'autre côté de la maison où il pleuvait, il fallait que j'aille de l'autre côté. Donc évidemment, on glissait. C'était horrible. Donc franchement, il y a des gens qui sont dans une situation comme la mienne, mais qui sont vraiment en situation qui est très très difficile et ils ne sont pas assez suivis. Et c'est dommage. C'est très dommage parce qu'ils doivent se retrouver seuls, on va dire. Ma famille, mes amis étaient très proches de moi, heureusement qu'ils ont toujours été là pour moi, ils m'ont soutenue. Ils m'ont fait découvrir c'était quoi la joie de vivre. J'ai fait mes premières prothèses, on va dire, fournies par la sécurité sociale. Donc c'est une prothèse très, on va dire, bas de gamme. C'était pas quelque chose qui était bien, en fait, on va dire. Avec le temps et les années, j'ai pu découvrir un prothésiste qui était sur Kawini. Il était privé, celui-ci. Donc
Heureusement que du coup j'avais un tiers responsable, donc on s'est basé sur ça. Donc j'ai pu avoir une prothèse un peu plus mieux que ce que j'avais en premier. Et j'ai décidé en fait, et avec l'aide de mon grand frère, de partir sur Bordeaux, aller voir si on peut trouver quelque chose de mieux. Et sur les années qui ont suivi, donc j'ai eu une prothèse qui s'appelait une Sileg. C'est une automatique qui est super bien aussi. Mais du coup, j'en ai découvert une autre qui était encore méga plus bien. Et donc, du coup, je me suis lancée dedans. C'était la dernière et c'est celle-là que j'ai gardée jusqu'à maintenant. Celle qui me permet de courir, d'aller nager, de monter les escaliers. Le grand frère qui est là, enfin, le fameux grand frère qui m'a soutenue dans tout. Je ne pouvais pas rêver mieux que celle-là. Il faut savoir que je me sens plus légère avec celle-là. J'ai l'impression de retrouver mon autonomie. Elle ne sera pas complètement comme avant, mais avec celle-ci, je me sens un peu plus légère, moins fatiguée. Et effectivement, il y a aussi des jours, on a des douleurs, parce que j'ai aussi connu des douleurs fantômes. Les douleurs fantômes, c'est quand on a un membre de son corps qui est sectionné, on a l'impression de toujours ressentir l'autre bout qui n'est plus là. J'ai l'impression que c'est là, tu ressens. Et moi, j'avais ces petits picotements, je ressentais des petites douleurs qui ont été infernales d'ailleurs. J'ai repris mon travail parce que j'étais manager commercial en Grand Air quand j'ai eu l'accident. Ensuite, vu qu'il y a eu l'accident, on a emménagé. Donc, je suis revenue sur Petit Air. Et pendant 2 ans, voire 3 ans, je suis restée manager. Après, à un moment, j'en pouvais plus en fait. C'était très dur parce que j'étais en train de passer sur une étape de ma vie qui était un peu compliquée. Et je me retrouvais entre le stress du boulot, la vie quotidienne de tous les jours. Enfin, je passais sur des moments difficiles de ma vie et j'ai décidé du coup d'en parler à mon supérieur où je lui demandais justement de changer de poste de travail pour pouvoir m'alléger. Au début, c'était très dur parce que la première chose, c'était le regard des gens. Tu as ceux qui te regardent en mode pitié. Tu as ceux qui te regardent, mais en mode... comment dire ça? En fait, tu ressens plus de la pitié qu'autre chose. Sur les enfants, c'est plutôt la découverte, ils ne comprennent pas, donc ils posent beaucoup de questions. Tu ressens aussi ce côté-là où du coup, tu n'es plus vraiment comme les autres, en fait. Moi, heureusement, ça a été très court parce que j'ai appris, en fait, avec mes psychologues, à faire face à tout ça. Et aussi, du coup, avec la famille, j'ai beaucoup aussi bossé sur ça. C'était des exercices, genre on allait, on se posait à la plage, on me laissait là, on restait là. Et je devais subir tous les regards. C'était comme ça. Et avec le temps, ça a très bien marché. C'était le mieux, je pense qu'il fallait que je fasse. Et ensuite, je parlais beaucoup avec ma psychologue pour dégager tout après. En ce moment, j'ai arrêté un peu la rééducation parce que j'ai pris trop la confiance là. Je me sens trop en mode, ça y est, c'est bon, je suis à l'aise avec ma prothèse, j'en ai plus besoin. Donc alors, ce n'est pas ce qu'il faut faire vraiment. Il faut que je reprenne d'ailleurs. Je sais pas quoi. Quand il faudra, j'en sais rien, j'ai trop la flemme. Au jour d'aujourd'hui, je me sens bien. Et je me sens super bien. Parce que je suis bien entourée. J'ai mon travail. Je conduis. Je peux aller où je veux, je peux faire ce que je veux. Je n'ai rien qui me stoppe en particulier. Même les choses les plus... les gens me diraient, mais Nafou, tu es folle, pourquoi tu fais ça? Je les fais quand même. J'essaye, même si je me casse la gueule, je me lève. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai l'impression de vivre pleinement ma vie comparée à avant. Mais vraiment, parce que je me dis, quand on passe par des choses telles que ce qui m'est arrivé, on peut que se dire, mais merde, ça peut t'arriver à tout moment en fait. Donc tu as envie de vivre la vie, mais genre pleinement. Mais tu as envie de la croquer, je te l'assure. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc forcément, dans la vie de tous les jours, les gens ne comprennent pas trop. Parce qu'ils se disent, forcément, mais Nafou, ralentis. Mais non, j'ai pas envie. C'est ça le truc. C'est que avant, j'étais pas comme ça. Et là, je suis complètement, c'est l'opposé de moi-même. J'ai toujours besoin de vivre, en fait. Et ça, c'est moi. Je cours, et après, je mets pied qui touque et je redescends.
Et après, il faut me laisser et puis je reviens. Et puis je continue. Pour moi, ce n'est plus une chaîne. Donc, j'ai des situations, j'ai plein de trucs qui m'arrivent dans la vie de tous les jours à cause de la prothèse, mais j'en ris parce que je me dis, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, en fait. On était sur Pamandzi, on avait des vélos électriques. Et je voulais trop tester. Mon frère me dit, mais non, fais pas ça, enfin, c'est trop dangereux. Je dis, mais non, il faut que j'essaye. Donc, le truc il était à vendre, il était là. Je dis, monsieur, excusez-moi, mais j'ai trop envie d'essayer le vélo électrique pour voir si, à ce temps-là, je n'avais pas encore de voiture. Donc, j'étais en train de chercher un moyen de déplacement qui me serait favorable, quoi. Et je prends le vélo, donc je monte, tout va bien, je suis à l'aise. Hein. Et je monte sur le vélo et là, donc j'avance. Donc, j'y vais. Et là, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, au moment de poser le pied, j'ai eu un petit déclenchement en mode... Mais merde, d'un coup, je pose quel pied, la droite ou la gauche? Du coup, j'ai voulu poser la gauche, celle qu'il ne fallait pas. Je me suis cassé la gueule, j'ai atterri à l'hôpital. Mais c'était du n'importe quoi. J'ai eu un gros choc. Sur le coup, j'en rigolais pas, hein, mais c'est là, maintenant, j'en rigole. Enfin, quand je suis arrivée à l'hôpital, c'est là où j'ai rigolé parce que je me dis, mais merde, je suis bête, en fait. Parce que du coup, j'étais là, je me dis, putain, mais quel pied tu dois poser? Et sur le coup, je me suis dit, mais c'était logique en fait. Là, j'étais en train de me dire, mais pourquoi tu t'es posé la question s'il fallait que tu poses la droite ou la gauche? Et du coup, tu vois, là, je riais. Et là, c'était drôle. Ça, c'est mon plus grand rêve à ce jour, c'est de découvrir le monde. Tu perds une jambe, la vie amoureuse, c'était dur, c'était compliqué. Surtout quand tu as le conjoint qui était là avec moi, en fait. À un moment, il s'en voulait, parce que c'était lui qui conduisait. Au début, c'était dur, mais partout. Pour tout ce qui était intimité, c'était pas... Il fallait prendre du temps. Et puis, moi, je me trouvais plus séduisante. Enfin, du jour au lendemain, j'arrive, je me dis, mais putain, la faute, t'es une bombe en vrai, merde. Qu'est-ce que je fous? Et là, voilà, je suis arrivée et j'explose, ma vie de tous les jours, je vis. Je sais pas ce qui m'est arrivé une année, là, où j'ai vraiment eu ce petit déclic, je me dis, mais putain, là, faut vite... Enfin, c'est pas genre vite, mais j'ai ce petit déclic, je me dis, mais... Me regardant, je me dis, mais putain, mais t'es une bombe, en vrai, tu vois. T'es belle, t'es là, enfin, je sais pas. Il y a l'accident, il y a la jambe qui est en moi, mais sinon, à part ça, j'ai tout ce qu'il me faut. La partie là, franchement, le loup. Oh, le son d'alimentation. Je vais aller dormir. Et de son sommeil. Voilà, j'ai raconté une histoire. Et waouh. Raconte Barazani. Barazani, des podcasts à l'écoute des histoires et résonances des terrasses de Mayotte, produit par Bérénice Mediacorp, avec la participation de France Télévisions Outre-mer la première et Mayotte la première, sur une idée de Marie Saouyat, écriture et réalisation Séverine Nativel, prise de son, montage son et création musicale It's My Butterfly, mixage Laurent Mollard, direction éditoriale pour Outre-mer la première, Fabrice Auchard, délégué numérique Mayotte la première, Marie Saouyat, avec la voix de Ludmila Dabo.